Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Le premier jour où j'ai compris ce qu'était vraiment une Citroën 2CV, ce n'était pas dans un musée, ni dans un rallye de voitures anciennes. C'était sur une petite route détrempée, quelque part entre des champs qui sentaient la bouse chaude et un village qui semblait dormir debout. Une 2CV couleur gris passée, une teinte qui avait l'air d'avoir été inventée pour se camoufler dans la pluie, avançait en cahotant, comme une boîte à outils vivante. À l'arrière, la bâche était relevée, et dedans, un cajot d'œuf. Pas dans un carton moderne, non. Un cajot en bois, rustique, fragile, l'insulte parfaite à chaque nid de poule. Je m'attendais au craquement, au désastre, au petit massacre blanc et jaune qui confirmerait ce que tout le monde pense. Ça secoue. Ça couine, c'est une boîte de sardines. Et pourtant, la 2CV a traversé la route labourée, a avalé la boue, a dansé sur les pierres comme si elles n'existaient pas, et le vieux conducteur a freiné devant moi avec un sourire tranquille, celui de quelqu'un qui sait un secret. Il a soulevé le cajot, pas un œuf cassé, pas une fissure, rien. Et là, j'ai eu ces trois sensations contradictoires, exactement celles que tu ressens maintenant si tu es venu chercher la voiture. Culte de la France. La satisfaction de te dire « Ok, on parle bien de cette légende-là ». L'intérêt brutal de comprendre comment c'est possible, et, avouons-le, un petit dégoût aussi, parce que l'image est implacable. Une voiture née pour traverser la campagne et l'odeur du fumier, pensée non pas pour briller devant un café parisien, mais pour porter des paniers, des bottes, des outils, des poules vivantes, si nécessaire. Une voiture qui a commencé sa carrière en acceptant d'être humble, presque humiliée. Et pourtant, c'est précisément cette humiliation qui va la rendre immortelle. On se trompe souvent sur l'origine des icônes, on imagine un designer génial, une révélation artistique, une révolution technologique conçue dans un bureau lumineux. La 2CV, elle, naît d'une obsession beaucoup moins glamour. La faim, la misère. La France rurale qui marche encore à pied, qui vit au rythme des saisons, qui voit passer les années comme on voit passer les nuages, lentement, sans voiture, sans luxe, sans vitesse. La 2CV n'est pas née pour flatter l'ego. Elle est née pour résoudre un problème concret, presque brutal. Comment motoriser un pays qui n'a pas les moyens d'être motorisé? Dans les années 1930, il faut imaginer une France coupée en deux. D'un côté, les villes qui se modernisent, les vitrines, les tramways, les cafés, l'idée du progrès. De l'autre, l'immense campagne. Des routes parfois non goudronnées, des chemins creusés, des exploitations où l'on transporte encore des sacs à dos, des bidons, des cajots à la force des bras. La voiture existe, bien sûr, mais elle est loin d'être pour tous. Elle est souvent lourde, coûteuse, intimidante, fragile aussi. Pour beaucoup, c'est un objet de classe, un symbole, pas un outil. Et au milieu de ce pays à deux vitesses, Citroën n'est pas une petite marque timide. C'est une maison ambitieuse, qui a déjà bousculé l'industrie. André Citroën, c'est l'audace industrielle, le sens du spectacle, l'envie d'être partout, de faire du bruit, d'éclairer la tour Eiffel, avec le nom Citroën comme une promesse électrique. Mais l'audace coûte cher, et l'histoire est un peu sale, comme le dessous d'un châssis après l'hiver. Citroën chute, se relève, se fait sauver, change de main. Michelin prend le contrôle. Et Michelin, ce n'est pas seulement des pneus, c'est une logique. Une obsession de l'efficacité, un regard froid et précis sur la route, l'adhérence, la vraie vie des gens. C'est là que le destin s'allume, pas comme un néon, mais comme une lampe à pétrole. Lentement, avec une flamme qui tremble, mais qui ne s'éteint pas. Chez Michelin et Citroën, une idée se forme. Il existe un marché gigantesque que personne ne sert vraiment. Pas le marché des élégants, pas celui des rapides, pas celui des riches, le marché des invisibles. Les gens qui portent, qui cultivent, qui livrent, qui réparent,
Ceux qui ont besoin d'un véhicule comme on a besoin d'une brouette. Mais en plus loin, en plus fiable, en plus économique. Une voiture qui doit démarrer sans caprice, consommer peu, se réparer facilement, survivre aux routes qui ressemblent davantage à des rivières de cailloux qu'à des avenues. Imagine la commande telle qu'elle va devenir légendaire. Transporter des personnes et des charges modestes, traverser un champ labouré et surtout préserver des œufs, ce n'est pas une blague. C'est une image mentale imposée aux ingénieurs. Si la suspension peut sauver des œufs sur un chemin défoncé, elle sauvera tout le reste. Ce détail est un couteau narratif. Il coupe net l'idée que la 2CV est une voiture pauvre, par manque de talent. Non, elle est simple par excellence de fonction. Elle vise une douceur de roulage, là où les autres se contentent de survivre. Mais avant même de parler de planches à dessin, il faut comprendre la pression sociale et politique qui écrase la France comme un ciel bas avant l'orage. La décennie 1930 est instable. Crises économiques, tensions, peur du lendemain. Et puis vient la guerre, qui n'est pas seulement un conflit, mais une machine à effacer les rêves. L'essence se raréfie, le métal devient stratégique, les usines sont menacées, la production se tord sous la contrainte. Dans ce chaos, l'idée d'une voiture pour tous pourrait mourir. Beaucoup de projets meurent, beaucoup de prototypes disparaissent, beaucoup de plans finissent en cendres. Et pourtant, la nécessité, elle, ne disparaît pas. Elle s'aggrave. Après la guerre, la France est un corps fatigué. Les routes, les villes, l'économie, tout est à reconstruire. On rationne. On manque de tout. On a envie de vivre, mais on n'a pas les moyens. Les paysans doivent retourner aux champs, les artisans doivent reprendre les tournées, les familles doivent se déplacer pour travailler, pour échanger, pour vendre. Le pays entier a besoin d'outils, pas de jouets. Il a besoin d'une mobilité qui ne demande pas d'être riche. C'est là que le futur culte de la 2CV prend une forme presque paradoxale. Elle n'est pas conçue pour devenir aimée. Elle est conçue pour être utilisée, et c'est précisément ce qui la rendra aimable. Car regarde bien ce qui fait un objet culte. Ce n'est pas toujours la beauté. Parfois c'est la fidélité, la présence. L'objet qui est là quand tu en as besoin, celui qui accepte tes journées sales, tes hivers difficiles, tes retards, tes erreurs. La 2CV, dans l'imaginaire français, va devenir cette présence, un membre de la famille. Le véhicule qui pardonne, celui qui te fait rire quand il devrait t'énerver, celui que tu insultes tendrement, comme un ami maladroit qui te sauve pourtant la mise. Mais au départ, tout ça n'est pas romantique. C'est une urgence froide. On parle souvent des grandes voitures comme d'un luxe. La 2CV renverse la perspective. Elle transforme la mobilité en nécessité accessible. Elle doit être bon marché à l'achat, économique à l'usage, facile à entretenir. Elle doit accepter des conducteurs qui n'ont jamais conduit. Elle doit pouvoir être réparée dans un village, avec des outils simples, presque comme on répare une machine agricole. Elle doit démarrer, même quand le matin est humide, même quand la nuit a gelé, même quand tu n'as pas le temps. Et surtout, elle doit servir la France qui n'est pas sur les cartes postales. Il faut imaginer les scènes. Une femme qui va au marché avec un panier et un enfant. Un facteur qui traverse une route blanche de Saint-Ducet. Givre, un paysan qui transporte du lait, un jeune couple qui, pour la première fois, peut quitter son canton sans dépendre du train ou d'un voisin. La 2CV va devenir le pont entre des mondes. Elle ne promet pas la vitesse, elle promet la possibilité. Dans ce paysage, une autre réalité s'ajoute, et elle est presque choquante si on la regarde avec nos yeux d'aujourd'hui. Le rapport à la dignité. Posséder une voiture, c'était aussi posséder un statut. La 2CV, elle, va proposer un statut différent, celui du pragmatisme. Et ce statut, au début, a quelque chose d'ingrat. Parce que la voiture est tellement pensée pour être utile qu'elle semble refuser d'être belle au sens classique. Elle porte sa simplicité comme un vêtement de travail. Elle ne cache pas ses intentions. Elle ne séduit pas, elle rend service. Et c'est ici que naît le premier vrai nœud dramatique de notre histoire. Comment une voiture conçue pour être presque invisible, pour être un outil utilitaire, va-t-elle devenir un symbole national? Comment un objet qui accepte la boue, les odeurs, les chemins, les charges, va-t-il être aimé au point d'être exposé, collectionné, filmé, imité, déguisé, idolâtré?
La réponse est enfouie dans la tension entre deux France, celle qui rêve et celle qui travaille. La 2CV va réussir un tour de magie. Elle va servir la France laborieuse tout en devenant le rêve accessible. Elle va dire à des millions de gens « Tu n'as pas besoin d'être riche pour aller plus loin ». Et cette phrase, quand elle tombe dans un pays qui se reconstruit, ce n'est pas du marketing, c'est une délivrance. Mais attention, il y a un twist déjà, et il est presque cruel. Parce que pour créer une voiture aussi simple, aussi économique, aussi résistante, il faut une intelligence d'ingénierie énorme, une discipline presque obsessionnelle, une capacité à couper tout ce qui est inutile sans casser l'essentiel. Et cette discipline, elle ne se voit pas au premier coup d'œil. On se moque de la 2CV avant de la comprendre. On rit de ses formes avant de sentir sa logique. On la traite de boîte de conserve avant d'accepter que cette boîte, justement, traverse la tempête. Imagine maintenant le décor. Fin des années 1940. Les gens veulent avancer, mais ils n'ont pas de marge. Chaque litre d'essence compte. Chaque pièce de métal compte. Chaque franc compte. Et pourtant, l'espoir recommence à circuler. Les routes se remplissent lentement, les marchés s'animent. On reconstruit aussi une mentalité, celle de l'après, celle où l'on veut vivre, voyager, aimer, travailler, sans être écrasé par l'absence de moyens. La 2CV va surgir de cette faille historique comme une solution presque insolente. Vous voulez une voiture? Très bien, mais pas une voiture de parade, une voiture de vie. Une voiture qui, au lieu de t'impressionner, te libère? Dans l'ombre, une phrase flotte déjà comme une menace et une promesse. On ne va pas simplement fabriquer une voiture, on va fabriquer un phénomène, un objet que les élites vont d'abord regarder de haut, puis que tout le monde va finir par reconnaître, parce qu'il y a une puissance étrange dans les choses modestes. Elle dure, et c'est là que je veux t'emmener ensuite, dans l'atelier mental où cette idée va se transformer en métal, en ressort, en toile, en bruit de bicylindre. Là où les ingénieurs vont accepter un cahier des charges presque absurde, sauver des œufs sur un chemin, et en faire une réalité industrielle. Là où une voiture née pour être simple va devenir, paradoxalement, l'une des créations les plus intelligentes de son siècle. Dans les bureaux de Citroën, l'idée d'une voiture pour tout le monde ne s'est pas posée comme une inspiration douce. Elle s'est imposée comme une contrainte presque violente. Une voiture doit naître, oui, mais elle doit surtout obéir. Obéir à un cahier des charges qui ressemble à une liste d'interdictions. Pas cher, pas lourd, pas gourmand, pas fragile, pas compliqué. Et dans ce monde-là, chaque pas est une lame qui coupe des rêves. On pourrait croire qu'on commence par dessiner une belle silhouette. En réalité, on commence par une question brutale. Qu'est-ce qu'on retire? Qu'est-ce qu'on ose sacrifier sans tuer l'essentiel? Parce qu'une voiture, c'est un compromis permanent, et la future 2CV va pousser ce principe jusqu'à l'extrême, au point de provoquer le rire, puis la stupeur. Les ingénieurs ne se disent pas « faisons une voiture iconique ». Ils se disent « faisons une voiture qui marche ». Et quand je dis « marche », je veux dire « qui passe là où une voiture n'a normalement pas envie d'aller ». Qui roule sur une route qui n'en est pas une, qui accepte la fatigue, la poussière, la pluie, le froid, la boue, qui accepte d'être maltraité par la vie quotidienne, sans réclamer de cérémonie. Dès les premiers travaux, un terme circule comme un mot de passe. Le projet TPV, très petite voiture. Rien que le nom est un avertissement. Ici, pas de grandeur, pas de prestige. Seulement un objectif serré comme un nœud. Rendre l'automobile légère, accessible, presque évidente. Et ce qui est fascinant, c'est la méthode. Au lieu de rajouter des solutions, on retire. On retire du poids, du superflu, du décoratif. On enlève les couches d'orgueil que l'industrie automobile adore. Imagine un sculpteur qui, au lieu d'ajouter de l'argile, enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un processus romantique. C'est de la chirurgie. Premier champ de bataille. La masse. Plus une voiture est lourde, plus elle consomme, plus elle coûte, plus elle s'enlise. Donc, on cherche la légèreté, comme on cherche de l'eau dans le désert. On discute de tout, les matériaux, l'épaisseur des tôles, l'architecture, le nombre de pièces, la manière dont on fabrique. Chaque gramme devient une obsession. Chaque gramme est une victoire. Deuxième champ de bataille,
La simplicité mécanique. Pas par paresse, mais par stratégie. Une mécanique simple se comprend, se répare, se pardonne. Elle est moins chère à produire, moins chère à entretenir. Elle peut survivre dans une France où les garages ne sont pas toujours bien équipés, où les pièces détachées ne doivent pas être des trésors rares, où la voiture doit être presque un outil agricole. Troisième champ de bataille. Le confort. Mais pas le confort bourgeois. Le confort utilitaire. Celui qui te permet d'arriver vivant après un trajet sur une piste défoncée. Là apparaît la légende des œufs. Et ce n'est pas un joli conte. C'est un test mental qui devient un test technique. Les ingénieurs savent qu'ils ne peuvent pas offrir une voiture luxueuse, mais ils peuvent offrir une suspension extraordinaire. Et là, ils prennent un pari. Au lieu de masquer l'inconfort, ils vont le combattre à la racine. C'est ici que la 2CV commence à se construire comme un animal à part. Elle ne sera pas une bête de course, elle sera une chèvre de montagne, une survivante. Les premiers prototypes ne ressemblent pas à ce que tu imagines quand tu entends « icône ». Ils ressemblent à des objets presque gênants, des silhouettes minimalistes, des solutions radicales. Et c'est là qu'arrive un premier twist. Plus on cherche la simplicité, plus la voiture devient intellectuellement complexe. Parce que retirer, ce n'est pas facile. Retirer, c'est dangereux. Il faut que chaque pièce fasse plusieurs fonctions. Il faut que chaque choix tienne bon dans le temps. Et pendant qu'on cherche l'équilibre, l'histoire, elle, se met à hurler. La guerre vient comme une main sale qui s'abat sur tout. Et soudain, le projet de très petite voiture devient une chose presque clandestine. Il y a le manque de matières premières. Il y a la pression. Il y a le risque de voir les idées, les plans, les prototypes tomber dans de mauvaises mains. On imagine souvent la guerre comme une interruption nette. On arrête, puis on reprend. En réalité, elle transforme les projets en secrets, en murmures, en cachette. Et là, au cœur de notre récit, il y a une image qui mérite d'être filmée comme un thriller. Des prototypes qu'on dissimule, qu'on camoufle, qu'on fait disparaître. Des morceaux d'une future voiture populaire traités comme des preuves compromettantes. Certains seront démontés, cachés, déplacés. Les gens qui travaillent dessus comprennent que ce n'est plus seulement un projet industriel. C'est une idée à protéger, une graine, qu'il faut empêcher d'être écrasée. C'est ça, la tension. La 2CV est en gestation, mais le monde n'a plus le droit de penser à des voitures pour demain. Le monde pense à survivre. Et pourtant, en coulisses, la logique continue. Parce que la nécessité, elle, ne s'arrête pas. Au contraire, chaque difficulté de la guerre renforce la future mission du véhicule. Si le carburant est rare, il faudra consommer peu. Si le métal est précieux, il faudra être léger. Si les gens souffrent, il faudra être accessible. C'est comme si le chaos forgeait la 2CV au marteau, en la durcissant. Après la guerre, quand la France recommence à respirer, les ingénieurs ne repartent pas de zéro. Ils reprennent cette graine cachée, et ils la replantent dans une terre épuisée. Et là, la réalité industrielle se dresse. Concevoir, c'est une chose. Produire, c'en est une autre. Il faut une voiture qui puisse être fabriquée en grand nombre, avec des procédés raisonnables, dans un pays qui manque encore de tout. Le moindre détail doit être pensé pour l'atelier, la chaîne, la maintenance, la disponibilité. On parle souvent d'esthétique, mais chez la future 2CV, l'esthétique est une conséquence. Un sous-produit. Les formes suivent la fonction comme un chien suit son maître, le capot, la carrosserie, la ligne générale, tout est dominé par une question sourde. Est-ce que ça sert à quelque chose? La toile du toit, par exemple, n'est pas un caprice charmant. C'est un choix logique. Plus léger, moins cher, pratique et presque symbolique. La voiture est ouverte au monde, littéralement. Elle ne s'enferme pas dans une coquille de luxe. Elle respire. Et ce détail va devenir un futur atout émotionnel. La 2CV donne l'impression de rouler dehors, de voyager avec l'air, avec les odeurs, avec la France réelle. Mais avant que le public ne s'attache à ces détails, il faut résoudre l'âme mécanique. On opte pour une solution cohérente. Un petit moteur, conçu pour être économique, simple, robuste, pas fait pour impressionner, mais pour durer. Et là, il faut imaginer l'état d'esprit des ingénieurs. Ils savent que la voiture sera critiquée pour sa lenteur, pour son apparence, pour son minimalisme. Alors ils cherchent autre chose à offrir. La fiabilité,
la facilité d'usage, l'ingéniosité et surtout le comportement sur route mauvaise. La suspension devient une obsession, presque un récit dans le récit. On imagine des tests où la voiture est chargée, secouée, envoyée sur des chemins qui font peur. Des essais où les gens observent non pas la vitesse, mais la capacité à rester stable, à ne pas casser la charge, à préserver le conducteur et les passagers. C'est une voiture qui ne cherche pas à avaler l'asphalte, mais à apprivoiser l'imperfection. Et plus le projet avance, plus un paradoxe se révèle. La très petite voiture ne va pas seulement être une voiture rurale, elle est en train de devenir une philosophie, une manière de dire « la modernité n'est pas forcément le luxe, la modernité peut être la justesse ». Mais cette philosophie a un ennemi, et cet ennemi n'est pas un concurrent, c'est le regard. Parce qu'à l'approche de sa présentation officielle, une question devient presque angoissante. Comment montrer au monde une voiture qui refuse les codes habituels de la séduction automobile? Comment présenter, dans un salon où tout brille, une voiture qui ressemble à un outil? C'est comme amener une pelle au milieu d'une exposition de bijoux, et pourtant, il faut le faire. Il faut la mettre sous les projecteurs. Il faut accepter le jugement, il faut affronter le rire. Imagine la scène comme un moment de cinéma. Les portes s'ouvrent, les visiteurs avancent. Ils ont vu des carrosseries luisantes, des chromes, des promesses de vitesse, de puissance, et puis, au milieu de cette parade, la future 2CV apparaît avec sa silhouette simple, son air presque innocent, comme si elle ne comprenait pas le théâtre autour d'elle. C'est là qu'on touche à un point crucial. La 2CV n'est pas seulement un objet industriel, elle est un affront culturel. Elle attaque l'idée que la voiture doit être un symbole de réussite. Elle dit au contraire, la réussite, c'est d'avoir un outil qui fonctionne. Et cette idée-là, à l'époque, est explosive. Parce que beaucoup veulent oublier la misère. Et la 2CV, elle, ne la cache pas. Elle la prend en charge. Elle la transforme en mobilité. Deuxième twist. Cette voiture qui semble humble est en réalité arrogante. Arrogante d'intelligence. Elle ose se présenter telle qu'elle est, sans maquillage. Elle ose dire « Je ne suis pas belle selon vos standards, mais je suis nécessaire. » Et tout, absolument tout, a été pensé pour cette nécessité. Les sièges, pas des fauteuils bourgeois, mais quelque chose de léger, simple, parfois démontable, pratique. Les éléments, faciles, accessibles. Le véhicule n'est pas une forteresse, c'est une structure rationnelle. Même le bruit du moteur, ce son de bicylindre qui deviendra une signature, n'est pas là pour charmer. Mais il finit par le faire malgré lui. Un bruit de machine vivante, pas de bête sophistiquée. Et à ce stade, tu sens la pression monter, parce que l'histoire approche de son moment de vérité. On a une idée puissante, une exécution audacieuse, une voiture née dans le chaos, façonnée par le manque, protégée parfois comme un secret. Mais il reste une question qui fait trembler. Le public va-t-il l'accepter ou va-t-il la rejeter avec cruauté? Car il ne suffit pas de fabriquer une voiture, il faut fabriquer un désir, même un désir pragmatique. Citroën a donc devant lui une créature étrange, un véhicule que certains vont trouver risible, d'autres génial, et beaucoup incompréhensible. Une voiture qui, au lieu de flatter le conducteur, lui dit « Je ne te promets pas d'être impressionnant, je te promets d'être libre ». À ce moment précis, l'entreprise joue gros, parce que si le marché rit trop fort, le projet pourrait être écrasé. Et si le marché comprend, alors ce n'est pas seulement une voiture qui naît, c'est une révolution silencieuse. La tension est là, suspendue. La 2CV est prête à entrer dans la lumière, mais elle arrive avec une apparence qui divise. Elle arrive comme un test social, un test de goût, un test d'époque. Et c'est exactement pour ça que la suite est si savoureuse. Parce qu'on va assister à un choc. Pas un choc de vitesse ou de puissance, un choc de perception. Un choc où la moquerie va se transformer en obsession, où le « c'est quoi cette chose ?» va devenir « je la veux ». Quand la 2CV arrive face au public, ce n'est pas une entrée triomphale. C'est plutôt comme si quelqu'un avait ouvert la porte d'un théâtre en pleine représentation, et qu'au lieu d'un acteur en costume, on voyait entrer un ouvrier couvert de poussière, tenant une boîte à outils. La salle se fige. On ne sait pas s'il faut applaudir ou rire. Et, soyons honnêtes, beaucoup rient
Pas forcément méchamment au début. C'est ce rire réflexe qu'on a devant quelque chose qui casse les codes. La 2CV ne brille pas. Elle ne fait pas riche. Elle ne s'excuse pas d'être simple. Elle a cette silhouette qu'on va qualifier, selon les époques, de parapluie sur roue, de boîte à chaussures, de scarabée famélique. Et pourtant, au milieu des sourires, il y a déjà une autre réaction. Celle des gens qui voient plus loin que la carrosserie. Ceux qui comprennent immédiatement la promesse cachée derrière l'apparence, parce qu'il se passe un truc presque choquant. La 2CV ne se vend pas comme une voiture. Elle se vend comme une solution. Et une solution, quand un pays entier en a besoin, ça ne reste pas longtemps sur un stand. Au début, l'offre ne suit pas la demande, et ça, c'est un des grands renversements dramatiques de l'histoire. La voiture que certains méprisent devient celle qu'on attend, celle qu'on réserve, celle qu'on espère. La moquerie ne l'empêche pas de devenir désir. Au contraire, elle l'alimente, comme un feu qu'on attise par erreur. Parce que le rire attire l'œil. L'œil attire la curiosité attire l'essai. Et l'essai, lui, achève souvent le sceptique. Imagine la scène d'un essai. Quelqu'un s'installe, tourne la clé, entend ce moteur qui ne rugit pas mais qui s'ébroue, comme un petit animal déterminé. Il passe la première. Et très vite, il comprend. Ce n'est pas une voiture qui cherche à impressionner la route. C'est une voiture qui compose avec elle. Une voiture qui ne se bat pas contre les imperfections. Elle les absorbe, elle ondule, elle flotte. Elle donne l'impression que le monde est moins agressif qu'il ne l'est vraiment. Et là, le conducteur commence à sourire. Pas le sourire de celui qui se sent puissant, mais le sourire de celui qui se sent malin. Celui qui a trouvé un truc, une astuce, une liberté. C'est à ce moment que la 2CV commence son travail secret. Elle transforme la relation émotionnelle à l'automobile. Au lieu d'être un symbole de domination, elle devient un symbole de débrouille, d'indépendance, de vie quotidienne. Et ce changement de symbole, c'est explosif dans une France qui se relève. La 2CV se glisse dans des vies où la voiture était un rêve inaccessible. Elle apparaît sur les chemins de terre, devant les fermes, sur les places de marché. Elle devient l'outil des tournées, des livraisons, des visites familiales. Et c'est là que se construit sa célébrité. Pas dans les salons, mais dans les habitudes. Pas dans les discours, mais dans les kilomètres. On parle souvent de la France de la 2CV, comme d'une image. Mais pour beaucoup, ce n'est pas une image. C'est un son, une odeur, une sensation. Le son du bicylindre qui approche, l'odeur de toile chauffée au soleil. Le claquement d'une porte légère, le frisson du vent qui entre parce que le toit est ouvert, parce que tu roules presque dehors, comme sur un vélo motorisé. C'est une voiture qui te rappelle que tu es vivant. Elle ne te coupe pas du monde. Elle te le rend. Et puis, il y a un autre élément, beaucoup plus sale, beaucoup plus humain, qui va la rendre célèbre. La 2CV supporte tout, absolument tout. Elle supporte les démarrages ratés, les erreurs de conduite, les routes trop chargées, les bagages trop lourds, les suspensions qui, avalant le pire, les hivers où d'autres voitures se vexent. Elle supporte la pauvreté d'entretien. Elle supporte les conducteurs qui n'ont pas grandi avec l'idée qu'une voiture se traite comme un objet fragile. Elle est faite pour être utilisée, donc elle endure l'usage avec une sorte de patience mécanique, et ça, dans la culture française, c'est un trait qu'on adore, le courage tranquille. La 2CV devient une sorte de personnage, un personnage un peu ridicule, mais invincible. Et plus tu la regardes, plus tu l'aimes, comme quelqu'un de pas très beau, mais incroyablement fidèle. Et la fidélité, ça finit par être sexy, d'une manière étrange. Sauf que la célébrité ne vient pas sans humiliation. Et c'est là qu'on retrouve ce goût de dégoût que j'ai promis dès le début. La 2CV va être insultée pendant des décennies. On se moque d'elle, comme on se moque d'un accent provincial. On la traite de charrette, de boîte, de casserole. Les conducteurs de voitures plus puissantes la dépassent, en soupirant. Certains la regardent comme une honte. Mais c'est là que la 2CV fait son meilleur tour. Elle transforme l'insulte en identité. Parce que ses propriétaires, eux, ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à vivre. Ils n'ont pas honte, ils ont un véhicule qui leur permet de faire des choses. Et quand tu peux faire des choses, les moqueries deviennent du bruit de fond. Et petit à petit, ce bruit de fond devient une musique. La musique d'une France
qui se reconnaît dans cette modestie têtue. C'est dans la vie quotidienne que la 2CV devient mythologique. Et là, l'histoire se met à produire des scènes presque absurdes, presque cinématographiques. Des 2CV chargés jusqu'au toit, au point que la voiture semble porter une maison sur son dos. Des 2CV qui montent des cols en première, lentement, mais sûrement, pendant que les passagers plaisantent et que le moteur tient bon. Des 2CV qui traversent la pluie avec des essuie-glaces qui semblent travailler comme deux petits bras fatigués. Des 2CV qui passent la journée en ville, puis repartent sur les routes de campagne, comme si elles n'avaient jamais choisi entre deux mondes, parce qu'elles n'ont pas besoin de choisir. Et surtout, des 2CV qui deviennent le théâtre de la jeunesse. Parce qu'arrive un autre twist majeur. Ce véhicule rural, pensé pour la France des champs, va être adopté par des citadins, par des étudiants, par des gens qui veulent justement fuir le sérieux. La 2CV, par sa simplicité, devient un manifeste de liberté. Elle est accessible, elle est légère, elle se prête à l'improvisation. On la peint, on la décore, on la transforme, on la charge de sacs, de guitares, de tentes. On ouvre le toit et on roule l'été, comme si on avait inventé le bonheur à bas prix. Dans une époque où l'automobile devient parfois synonyme de statut, la 2CV offre une alternative. Une voiture qui dit « je m'en fiche ». Du statut « je veux la route ». Et cette phrase devient un drapeau. On commence à voir des 2CV partout. Et quand quelque chose est partout, il entre dans l'imaginaire collectif. La 2CV devient une présence familière, presque rassurante. Elle est la voiture du voisin, de la tante, du facteur, du boulanger, du professeur. Elle est l'objet commun. Et ce qui est commun, en France, a une capacité étrange à devenir symbole national, parce que la France adore ce qui ressemble à un petit héros. Celui qui ne brille pas, mais qui tient. La 2CV se faufile aussi dans le cinéma, dans les photos de vacances, dans les histoires racontées en famille, et là, elle gagne un pouvoir plus fort que la performance. Elle devient un souvenir. Et un souvenir, ça ne se compare pas à un moteur plus puissant. Ça ne se dépasse pas sur l'autoroute. Mais attention, cette ascension n'est pas linéaire. Elle se fait dans la friction, dans les contradictions. D'un côté, la 2CV symbolise la France simple, de l'autre, elle devient l'objet d'une forme de fierté. Oui, c'est lent, oui, c'est minimaliste, mais c'est intelligent. C'est comme si ses propriétaires disaient « je ne paie pas pour le paraître. Je paie pour l'essentiel ». Et cette posture, au fil des années, devient une posture culturelle. À mesure que les décennies passent, la 2CV vit, évolue, s'adapte. Elle reste fidèle à son âme, mais le monde autour change. Les routes s'améliorent. Les voitures deviennent plus rapides, plus lourdes, plus sophistiquées. La société consomme davantage. La publicité vend du rêve chromé. Et face à ça, la 2CV apparaît de plus en plus comme une anomalie. Et c'est exactement ce qui la rend encore plus précieuse. Parce que l'anomalie devient résistance. La 2CV finit par incarner quelque chose de profondément français. La capacité à ne pas céder entièrement au clinquant. La capacité à trouver du charme dans l'imparfait. À transformer la contrainte en style. À prendre un objet qui n'a pas été conçu pour être beau. Et à le rendre beau par affection, par usage, par mémoire. Et maintenant, on arrive au point où le récit bascule vers la légende pure. Comment cette voiture, en se multipliant, en survivant, en étant moquée, utilisée, adorée, devient un emblème. Un emblème non pas de la puissance, mais de la liberté accessible. Mais comme toute légende, elle a une ombre inévitable. Le temps, le monde se modernise. Les normes changent. Les attentes changent. Et la 2CV, avec son âme de simplicité, va se retrouver face à une question qu'elle ne peut pas éviter. Peut-on rester éternellement, la même dans une industrie qui accélère? Peut-on garder une philosophie quand le marché veut autre chose? Et surtout, qu'est-ce qui reste quand la production s'arrête? C'est là que la tension remonte, parce que la 2CV n'est pas seulement une histoire de succès, c'est aussi une histoire de survie, de résistance et finalement de disparition. Une disparition qui va paradoxalement la rendre encore plus culte. La suite, c'est la dernière transformation. Celle où une voiture cesse d'être un objet du quotidien pour devenir un symbole, un héritage, un morceau de culture. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'elle a vraiment apporté à l'industrie. Et pourquoi, même après la fin,
elle continue à rouler dans la tête des Français, il y a un moment étrange dans la vie d'un objet populaire. Le jour où il cesse d'être simplement utile et commence à devenir mémoire. La 2CV, pendant des décennies, est un outil qui grince, qui vibre, qui pardonne. Puis un jour, sans prévenir, elle bascule. Elle n'est plus seulement une voiture qu'on croise. Elle devient une voiture qu'on cherche du regard. Comme si la route, soudain, avait peur de perdre un vieux compagnon. Parce que la fin approche toujours d'une façon banale. Pas avec des trompettes. Avec des normes, des tendances, des attentes qui changent, avec des clients qui veulent plus vite, plus silencieux, plus sécurisés, plus modernes. Et pourtant, quand la production s'arrête, ce n'est pas un arrêt simple, c'est un choc émotionnel collectif. Comme si un morceau de France venait d'être rangé dans un carton. Et c'est là que le dernier acte révèle son vrai secret. La 2CV n'a pas seulement motorisé un pays, elle a inoculé une idée dans l'industrie automobile. Une idée dangereuse, presque subversive. Le minimum peut être du génie. Le minimum peut être un choix, pas une punition. Ce que la 2CV apporte d'abord à l'automobile, c'est une leçon d'architecture. Une voiture n'a pas besoin d'être lourde pour être solide dans l'usage. Elle n'a pas besoin d'être complexe pour être fiable. Elle n'a pas besoin d'être riche pour être attachante. Et ça, c'est une gifle à une industrie qui adore ajouter, empiler, surenchérir. La 2CV est un manifeste de sobriété fonctionnelle. Avant que le mot « sobriété » devienne un slogan moderne, elle en faisait une réalité quotidienne. Elle montrait qu'on pouvait concevoir autrement. En partant de la vraie vie, pas du fantasme. En partant du chemin défoncé, pas de l'avenue parfaite. En partant du panier d'œufs, pas du tapis rouge. Regarde son héritage technique comme un jeu de dominos. Quand tu réussis une voiture simple, économique, légère, tu forces les ingénieurs à devenir plus intelligents, tu les obliges à faire de la magie avec peu. Tu apprends à optimiser. Tu apprends à penser en système, à faire en sorte qu'une pièce serve plusieurs fonctions, à chercher la robustesse, non pas dans l'épaisseur ou la puissance, mais dans l'élégance d'un concept. Et cette manière de penser irrigue l'industrie bien au-delà de Citroën. La 2CV ne dit pas seulement « Voici une petite voiture », elle dit « Voici comment on peut concevoir une voiture quand on respecte l'usage ». C'est aussi une leçon de marketing involontaire. Et c'est un twist délicieux. La 2CV prouve qu'un produit peut devenir iconique. Sans avoir été conçu pour être iconique, le culte n'est pas toujours fabriqué. Parfois, il est gagné à la sueur de l'usage, par les kilomètres, par les pannes surmontées, par les départs en vacances où tu te demandes si tu vas arriver et où tu arrives quand même, par les amitiés et les disputes à l'intérieur, par les rires quand la voiture tremble dans une côte et que tout le monde pousse la plaisanterie jusqu'au bout. Elle devient un totem parce qu'elle a été vécue, et dans cette vie vécue, la 2CV a offert à la France une chose que les statistiques ne mesurent pas. La liberté modeste, celle qui ne dépend pas de la puissance, celle qui dépend de l'accès. Une voiture, c'est un rayon d'action. C'est le village qui s'ouvre, c'est la famille qui se voit plus souvent. C'est l'artisan qui élargit sa tournée, c'est l'étudiant qui peut partir, c'est le couple qui peut improviser une nuit ailleurs. La 2CV a agrandi le monde d'une partie de la population. Et quand tu agrandis le monde des gens, tu laisses une trace. Mais ce n'est pas qu'un héritage social, c'est un héritage culturel, presque philosophique. La France a une relation compliquée avec l'élégance. Elle l'adore, mais elle aime aussi s'en moquer. Elle aime le raffinement, mais elle respecte la débrouille. Elle peut être snob et populaire dans la même phrase. La 2CV tombe exactement dans ce paradoxe. Elle est anti-snob, mais elle devient chic. Pas le chic des vitrines, le chic de la liberté, le chic de ceux qui n'ont pas besoin de prouver. Et plus le temps passe, plus ce chic-là devient précieux. Parce que l'automobile moderne, en se perfectionnant, perd parfois quelque chose. Le sentiment de mécanique vivante, le contact, l'impression que conduire est un acte physique, sensible, bruyant, imparfait. La 2CV, elle, te rappelle ce qu'est une machine présente. Elle n'est pas un cocon isolant, elle est un instrument. Et certains conducteurs, surtout quand la modernité devient trop lisse, finissent par désirer à nouveau ce contact brut. C'est comme écouter un vinyle après des années de musique numérique. Tu redécouvres les craquements, les défauts, et tu te rends compte que ces défauts sont une texture, une émotion. Et puis, la 2CV transmet une autre chose.
le droit à l'autodérision. Son allure invite à ne pas se prendre trop au sérieux. Elle t'oblige à accepter qu'on puisse rire de toi, et à rire avec. Ça, c'est un pouvoir social énorme. Parce que dans une société où l'image compte, rouler en 2 CV, c'est souvent dire « je ne joue pas ce jeu-là ». Et ce refus peut devenir une forme de liberté intérieure. Mais il y a une face plus sombre à l'héritage. Et elle mérite d'être dite parce qu'elle donne du relief à la légende. Quand la 2 CV vieillit, elle devient fragile autrement. Pas parce qu'elle est mal conçue, mais parce que le monde change autour d'elle. Les exigences de sécurité évoluent. Les normes environnementales évoluent, le trafic s'accélère. Les routes se remplissent de voitures qui roulent vite, qui freinent fort, qui imposent un rythme. Et là, la 2 CV devient une survivante dans une jungle nouvelle. Elle peut toujours rouler, mais elle n'est plus dans son habitat naturel. Et ce décalage crée une émotion étrange. On la respecte comme on respecte un ancien qui marche encore droit. Mais on comprend qu'il vit dans un monde qui n'est plus le sien. C'est une sensation presque mélancolique, comme voir une vieille chanson passer à la radio. Elle te réchauffe, mais elle te rappelle que le temps a passé. Ce qui arrive ensuite, c'est la transformation en objet de culte au sens strict. Au moment où la production s'arrête, la 2 CV commence sa deuxième vie. Une vie où elle n'est plus seulement achetée pour aller du point A au point B, mais pour préserver quelque chose, une atmosphère, une époque, un style de vie. On restaure, on collectionne, on organise des rassemblements, on raconte des histoires, on poste des photos, on se transmet des astuces, on perpétue le geste. Et là, la 2 CV devient une langue commune entre des gens qui ne se seraient jamais parlé. Un propriétaire de 2 CV peut s'arrêter pour aider un autre propriétaire, comme si la voiture elle-même imposait une fraternité. Parce que la 2 CV, c'est aussi ça. Une communauté, ce n'est pas seulement la voiture, c'est ce qu'elle crée autour d'elle. Et il y a un dernier twist, le plus puissant. Plus elle disparaît de la route, plus elle devient présente dans l'imaginaire. Parce que l'absence nourrit le mythe. La 2 CV devient une silhouette fantôme qu'on associe à une France qu'on idéalise. Une France des pique-niques, des vacances simples, des routes nationales, des marchés, des villages. Une France où le temps semblait moins pressé. Même si cette France n'a jamais été aussi idyllique que la mémoire le raconte, la 2 CV sert de clé pour y retourner mentalement. Elle devient une machine à nostalgie. Mais elle ne se réduit pas à la nostalgie. Elle reste un symbole actif, celui de l'intelligence humble, du design au service de l'usage, de la liberté accessible. Dans l'industrie automobile, cette idée revient aujourd'hui sous d'autres formes. Légèreté, sobriété, minimalisme, conception centrée sur l'utilisateur. La 2 CV l'a incarnée avant que ce soit à la mode. Elle a montré qu'un véhicule pouvait être une réponse sociale, qu'une voiture pouvait être un outil de démocratisation, et quand on se demande pourquoi elle est culte en France, la réponse n'est pas seulement parce qu'elle est drôle ou parce qu'elle est ancienne. Non, elle est culte parce qu'elle a été vécue par des millions de gens comme une extension de la vie quotidienne, parce qu'elle a mis des corps en mouvement, des familles en route, des rêves à porter, parce qu'elle a été moquée et qu'elle a gagné quand même, parce qu'elle n'a pas cherché à être une star et qu'elle a fini par devenir un mythe. Et si tu veux une image finale, une vraie image, pas un slogan, reviens à ce cajot d'œuf, sur une route sale, une voiture qui tremble et qui avance. On pense qu'elle va casser, qu'elle va échouer, qu'elle va se ridiculiser. Et à la fin, tu ouvres le coffre. Tout est intact. C'est ça, la 2 CV. Une promesse tenue dans le pire décor possible. Une voiture qui n'a pas brillé. Elle a servi, et c'est pour ça qu'elle est immortelle dans le cœur français.